Jean-Paul Chagnolot, le bain de sang auquel on a assisté hier était-il lié à la commémoration de la Nakba, autrement dit la création de l'État d'Israël qui est perçue comme une tragédie de l'autre côté des barbelés, autrement dit à Gaza, ou bien est-elle une conséquence du déplacement de l'ambassade américaine ? Je crois que les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'on est dans un empilement symbolique qui fait sortir les frustrations et désespérances profondes, en particulier de la population de Gaza et en particulier des jeunes de Gaza. Donc je crois que ce qui se passe aujourd'hui est véritablement un révélateur. C'est vraiment de la part de Trump une provocation sur un terreau qui est déjà d'une très grande sensibilité, parce qu'au fond on ignore complètement ce qui se passe à Gaza. Il y a une sorte de déni de réalité et de vérité par rapport à la situation vraiment très lourde que subissent les Gazaouis. Pourquoi le Hamas a-t-il organisé ces manifestations alors qu'il savait que la riposte d'Israël serait sanglante, Jean-Paul Chagnolot? Moi, je ne poserai pas la question tout à fait comme ça. Je crois que vous avez raison. Le Hamas, évidemment, a un rôle à jouer et il joue un rôle. Et il a assez largement contribué à l'enfermement des Palestiniens par rapport à la population qu'il tient un peu parfois en otage. Je suis très critique à l'égard du Hamas. Mais je pense que il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que la jeunesse qui se mobilise aujourd'hui à Gaza, c'est parce que justement, elle est dans un terreau de désespérance. On n'a pas encore utilisé le terme de blocus, mais ils sont dans un blocus israélien, même si les Égyptiens ont aussi un jeu dans cette affaire, mais fondamentalement c'est un blocus israélien, et la désespérance de ces jeunes est quand même terrible. Il faut bien comprendre que nous avons, par exemple, dans les scènes terribles d'hier, il va avoir une vingtaine d'années, ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes n'ont jamais pu sortir de Gaza, à part peut-être un ou deux, mais sinon ils sont en prison. Alors on dit tout le temps cette formule, mais c'est une sorte de cage. Donc ils veulent en sortir, et ils veulent en sortir avec l'idée en plus de la symbolique du retour. Donc tout ça est absolument insupportable, et donc la question du rapport à la mort se pose en des termes que nous ici Européens, ne pouvons pas comprendre justement. Alors vous avez raison de rappeler qu'il y a deux frontières à Gaza, la frontière israélienne et la frontière égyptienne. Pourquoi ces manifestations n'ont-elles pas été également organisées du côté égyptien ? On est dans deux scénario tout à fait différent par rapport à l'Égypte. C'est un pays arabe, et il y a quelque temps, ouvert un peu ses frontières justement pour soulager les choses. Mais l'occupation, l'enfermement, c'est évidemment par rapport à la puissance occupante qu'est Israël. Donc c'est tout à fait évident que cette jeunesse se lève contre cela. En plus, elle se lève aussi contre son propre destin. Enfin, pour rappeler le fait que son destin, c'est de ne pas pouvoir revenir sur ces terres. Donc l'histoire de cette marche du retour, elle est profondément intégrée. Elle a beaucoup de sens. Je crois vraiment que ce qui se passe en ce moment est un révélateur de la situation que subissent alors les Gazaouis de manière générale, et la jeunesse. Ça veut dire que c'est une jeunesse sans aucune espèce d'horizon. Leur destin est comme bloqué, figé. Et évidemment, ils réclament autre chose. Ils crient leur désespoir, et jusqu'à la mort. Enfin, je crois que c'est vraiment ça. Ils vont défier la mort, et on a 55 morts hier et des milliers de blessés. Je trouve il faut bien comprendre ça. En tout cas, peu de solidarité du côté du monde arabe. L'Égypte n'a pas bougé un cil. L'Iran, est-ce que l'Iran, cette fois-ci donc du côté des autres forces en présence, est-elle liée de manière directe ou indirecte à ce qui s'est déroulé hier à Gaza ? Franchement, je ne crois pas. Que le Hamas cherche des soutiens, et notamment à Téhéran, probablement. Mais en même temps, parce qu'ils sont assez isolés. Mais fondamentalement, l'Iran va instrumentaliser cette affaire. Mais la réalité est celle qu'on vient de décrire, c'est-à-dire un terreau de désespérance lié à une situation que l'on a tendance à trop souvent oublier, et qui est absolument dramatique, et qui est au cœur d'un règlement éventuel du conflit israélo-palestinien. Et puis nous sommes en ligne avec quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Paul Chagnolot. J'apprécie beaucoup. J'allais le dire. Elias Sambar, bonjour. Vous êtes ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Vous êtes historien et écrivain. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le massacre qui a eu lieu hier ? Je crois qu'il faut arrêter de parler de massacre et commencer à parler de crimes de guerre. Nous avons été témoins hier d'un crime de guerre commis par l'armée régulière, puissamment dotée de matériel, forte de 11 bataillons mobilisés pour la chose, face à des 35 000 civils qui s'étaient agglutinés le long des frontières occupées, et qui comptaient des hommes,
des femmes, des vieillards et des enfants. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'un enfant de 8 mois vient de décéder du fait des effets des gaz lacrymogènes qu'il a inhalés hier. C'est un crime de guerre et il convient de le traiter en tant que tel. Un crime de guerre est soumis à des règles internationales et si Israël requiert, et c'est son droit absolu, d'être traité comme n'importe quel État, d'être dans une normalité des États, eh bien si Israël veut être un État normal, accepté par les nations, il faut qu'Israël accepte de suivre les règles qui sont imposées à tous les États, dirais-je, normaux. Dans ces cas, un crime de guerre doit ouvrir une enquête. Les criminels de guerre, donneurs d'ordre, doivent se retrouver devant les juridictions internationales. Nous avons eu des cas précédemment, je pense notamment aux criminels qui avaient agi dans ce qu'on a appelé l'ex-Yougoslavie. Eh bien, aujourd'hui, il faut à tout prix que la procédure soit engagée. Nous sommes face à un criminel de guerre. Le reste peut être discuté. Est-ce que ça va influer sur le processus de paix? Est-ce que le Hamas a tenté de chevaucher la vague? Est-ce que tout ça, c'est des questions pertinentes, légitimes? Mais aujourd'hui, la seule question d'urgence, la seule qui se pose, c'est celle de l'impunité des massacreurs. C'est un massacre et c'est un crime de guerre commis par une armée régulière face à une foule de civils. Jean-Paul Chagnolot, votre point de vue à cet égard? D'un point de vue juridique, il est bien clair que nous sommes dans une situation d'occupation, que Israël est une puissance occupante, qu'elle a des obligations au regard d'un texte qui est la 4e Convention de Genève sur la protection des civils en temps de guerre, et que toutes les institutions judiciaires internationales l'ont rappelé, la Cour internationale de justice, donc la 4e Convention s'applique. Et donc, effectivement, ce type de situation peut renvoyer tout à fait à des crimes de guerre. Alors, un crime de guerre, ensuite, sur le plan juridique toujours, eh bien, ça nous renvoie devant la Cour pénale internationale. Et donc, comme aujourd'hui la Palestine est membre de la Cour pénale internationale, elle pourrait effectivement engager une saisine pour déclencher une enquête de la Cour pénale internationale. Elias Sambar, quelle est la situation aujourd'hui à Gaza? D'ailleurs, depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé à Gaza? Depuis que je ne peux plus y aller. Et alors justement, qui est-ce qui vous empêche d'y aller? Les Israéliens vous empêchent de passer les checkpoints? Non, il faut demander une autorisation aux unités militaires israéliennes pour traverser au barrage d'Erez, ce que je ne ferai pas. Par ailleurs... Et est-ce que le Hamas vous accueillerait, Elias Sambar? Il n'a pas à m'accueillir.